calcium, de magnésium, on peut avoir des crises de tétanie. Typiquement, contre la maladie cœliaque, il peut y avoir une distension un peu abdominale, mais ça, c'est des signes classiques qui sont pas toujours retrouvés. Une déshydratation du fait de la diarrhée. Quand il y a un défaut des vitamines liposolubles ADEK qui sont indispensables pour synthétiser certains facteurs de la coagulation, et ben on a un défaut de synthèse de certains facteurs de la coagulation et du coup, dès qu'on se cogne, on saigne beaucoup plus facilement et on a beaucoup plus d'hématomes. Donc des gens peuvent avoir des ecchymoses, des hématomes plus facilement. S'il y a un défaut d'absorption de l'albumine, on peut avoir des œdèmes. Et puis la diarrhée. La diarrhée ça dépend si c'est maladie cœliaque, qui est souvent une diarrhée un peu graisseuse, pâteuse, du fait qu'il y a une malabsorption des graisses. Voilà, donc ça c'est typiquement un syndrome de malabsorption au cours d'une maladie cœliaque. Si maintenant on pense à une maladie de Crohn qui, elle, se manifeste beaucoup plus par du sang, des glaires, là il y a le tableau est peut-être moins sur la malabsorption et plus sur une diarrhée de type exsudative avec des ulcérations et du sang et des glaires. Voilà, ça dépend en fonction du type de maladie. On a une expression un peu différente. Alors, donc la malabsorption revient. Typiquement, donc vraiment le prototype de la malabsorption, c'est la maladie cœliaque. Ça, vous le reverrez quand vous ferez vos certificats, quand vous serez en quatrième année de médecine. Donc, typiquement, la diarrhée graisseuse. Stéatorée, ça veut dire qu'il y a un excès de graisse, on va le voir dans les selles, ou hydrique. Des douleurs abdominales, bon, pas toujours très constantes. Du fait qu'on a une malabsorption, et ben on maigrit, d'accord, forcément. Il peut y avoir en plus une anorexie, une asthénie, des œdèmes des membres inférieurs éventuellement, s'il y a un déficit d'absorption d'albumine, une anémie parce qu'il y a une carence en fer, ou cours de la maladie cœliaque, il n'y a pas de saignement, donc il n'y a pas une carence par perte de sang, mais il y a une carence parce qu'on n'absorbe pas le fer. Et le fer, il est vraiment absorbé dans le duodénum et le jéjunum. Donc dès lors que vous avez une maladie qui atteint le duodénum et le jéjunum, la maladie cœliaque, elle est très proximale. Elle atteint d'abord le duodénum et le jéjunum avant d'atteindre l'iléon. Parfois, elle ne va pas jusqu'à l'iléon, mais c'est sûr qu'elle atteint au moins le duodénum. Donc c'est sûr que là, il y aura très fréquemment une carence en fer. Par contre, la maladie cœliaque, elle atteint peu fréquemment l'iléon, donc il n'y aura pas toujours de carence en vitamine B12. A l'inverse, une maladie de Crohn atteint souvent l'iléon terminal, donc vous allez beaucoup plus fréquemment avoir une carence en B12. Mais si la maladie de Crohn se manifeste aussi par des ulcérations et du sang, vous pouvez aussi avoir une carence en fer, mais pas parce qu'il y a une malabsorption au niveau du duodénum, parce qu'il y a une perte de fer. Ça vous paraît un petit peu encore abstrait, parce que vous ne connaissez pas bien ces maladies, mais c'est un peu pour vous essayer de fixer les points d'absorption des nutriments. Les folates, c'est pareil, c'est absorbé comme le fer dans le duodénum et le jéjunum. Donc au cours d'une maladie cœliaque qui atteint d'abord le grêle proximal, vous avez beaucoup plus fréquemment une carence en fer et en folate, moins fréquemment une carence en B12. Pour une maladie de Crohn qui atteint l'iléon terminal, vous allez beaucoup plus fréquemment avoir une carence en B12. Et s'il y a une perte de fer liée à des saignements, vous aurez une carence en fer, mais pas par malabsorption, davantage par saignement. Je vous rappelle d'ailleurs que les carences en fer chez les adultes, chez l'homme, il n'y a pas de cause gynécologique, donc c'est forcément une cause digestive. En général, c'est très rare d'avoir des causes urinaires de carence en fer, c'est digestif. Chez la femme, tant qu'elle peut avoir des menstruations et en âge de procréer, effectivement, ça peut être lié à des règles trop abondantes. Mais que lorsqu'une cause gynécologique a été écartée, et lorsqu'il y a une carence en fer, on recherche une cause digestive. Donc la cause digestive d'une carence en fer, c'est soit parce qu'il y a une perte de fer, un saignement, une maladie qui fait saigner. Donc ça peut être une maladie inflammatoire de l'intestin grêle, mais ça peut aussi être un cancer du côlon. Enfin, il y a différents types de... Tout ce qui fait saigner entraîne une carence en fer, à force. Et puis, il y a les carences par malabsorption. Et là, la malabsorption, c'est une maladie qui atteint le grêle proximal, donc typiquement, par exemple, la maladie cœliaque. D'accord ? Donc, carence en fer, ça peut être par malabsorption ou par perte trop excessive de fer par saignement. Et comme le fer est essentiel pour la synthèse des globules rouges, vous avez, dans ces cas-là, une anémie. Alors, ostéoporose, ostéomalacie, ça c'est lié à une carence en vitamine D, calcium. Par exemple, typiquement, dans la maladie cœliaque, il y a une malabsorption de la vitamine D et du calcium.
Des malabsorptions aussi de magnésium, les gens peuvent avoir un peu de tétanie. Comme je vous l'ai dit, des complications hémorragiques du fait qu'on a un défaut de synthèse des facteurs de la coagulation, du fait d'un défaut d'absorption des vitamines A, D, E, K qui sont des vitamines liposolubles. D'accord ? Vous verrez plus tard qu'il y a un facteur de la coagulation, le TP, et que le TP peut être bas. Donc on saigne facilement, on se fait des hématomes facilement au moindre choc, lorsque on a une carence en vitamine K. D'accord ? Parce qu'on n'absorbe pas bien la vitamine K. Et puis des lésions de la peau et des fanères liées à des carences en fer ou en calcium. Alors, donc, vous pouvez avoir des baisses d'albumine, de protides, de calcium, de phosphore, de magnésium, une augmentation des phosphatases alcalines parce qu'il y a des troubles du métabolisme osseux, à ne pas confondre avec les phosphatases alcalines hépatiques. Vous savez que vous avez deux types de phosphatases alcalines, hépatiques et osseuses. Mais lorsqu'il y a des troubles du métabolisme calcique, ostéocalcique, vous pouvez avoir chez ces gens-là une augmentation des phosphatases alcalines du fait de l'ostéomalacie et pas forcément parce qu'il y a un problème hépatique, d'accord ? Une anémie, principalement il y a carence en fer, et puis une baisse des facteurs de la coagulation vitamino-K dépendants. Alors, les étiologies, on les a déjà un petit peu abordées. Les malabsorptions, quelles peuvent être les maladies qui peuvent favoriser une malabsorption ? La maladie cœliaque, on le verra, ça entraîne une destruction des entérocytes. Donc, au lieu d'avoir des belles villosités intestinales, elles sont toutes raccourcies. C'est ce qu'on appelle une atrophie villositaire. Donc, il suffit de faire des biopsies dans l'intestin grêle proximal, dans le duodénum, pour voir qu'il y a une atrophie villositaire. Qu'est-ce qui peut faire des lésions des entérocytes ? Ce sont les ulcérations, comme on le verra dans la maladie de Crohn. On peut aussi avoir, au cours de déficit immunitaire, des facteurs infectieux chroniques qui favorisent aussi, non seulement par pullulation microbienne, mais aussi directement en induisant de l'atrophie villositaire, ça peut se voir, notamment des espèces de sprue tropicales. On peut avoir des résections étendues du grêle, comme au cours de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, en fait, comme je vous l'ai dit, fait des sténoses, des rétrécissements du grêle. Et parfois, si les gens sont en occlusion, on coupe. Et à force de couper de façon itérative, on arrive d'un grêle de 6 mètres à un grêle d'1,5 mètre ou 1 mètre. Et on arrive à un grêle court, avant surtout qu'on ait les traitements immunosuppresseurs. Et les gens, ils étaient dépendants à vie d'un cathéter veineux pour être nourris, avec tout le problème des infections de cathéter à répétition. Donc, c'était extrêmement dramatique. Vous avez aussi, je ne sais pas, ceux qui iront en pédiatrie, c'est très rare, mais en gastropédiatrie, il y a des gens qui ont ou même parfois ça poursuit à l'âge adulte aussi, des gens qui ont des maladies primitives du grêle qui font des espèces de lymphangiectasie, c'est-à-dire en fait des espèces d'exsudation de lymphe en permanence, des maladies Waldmann. Parfois, on a été dans des situations où il y a eu besoin, ou après des entérocolites très sévères, nécrosantes, avec des résections de grêle, des résections de grêle, surtout avec des grêles courts. Et là, en dehors de la nutrition parentérale, ou tenter des greffes d'intestin grêle qui restent encore très compliquées, on n'a pas beaucoup de possibilités. Alors, qu'est-ce qui peut favoriser, d'autre part, la malabsorption ? Comme je vous l'ai dit, la pullulation bactérienne chronique qui déconjugue les sels biliaires et donc nuit à l'absorption des graisses. Et puis, il y a aussi les causes de mauvaise vascularisation du grêle, de façon chronique, qui peuvent nuire à l'absorption. Comme je vous l'ai dit, avant que les nutriments soient au contact de l'entérocyte, donc ça, c'est toutes les maladies qui peuvent toucher l'entérocyte, il y a aussi un défaut d'enzymes, comme des pancréatites chroniques, où dans ces cas-là, il y a moins. Vous savez que le pancréas a d'une part une sécrétion exocrine qui permet notamment de digérer les aliments, et une sécrétion endocrine qui est l'insuline. Donc là, concernant son insuffisance pancréatique exocrine, on donne chez les gens qui ont des pancréatites chroniques des extraits pancréatiques pour les supplémenter parce qu'ils ont un défaut de sécrétion d'enzymes pancréatiques. Mais généralement, au départ, on a des extraits pancréatiques et le syndrome de malabsorption est moins important que lorsqu'il y a une malabsorption d'origine entérocytaire.
Alors, comment explore-t-on un syndrome de malabsorption du grêle? Eh bien, comme on l'a vu, il suffit de faire une biologie. Donc, plus tard, vous serez capable de voir que s'il y a une carence en fer, folate, calcium, eh bien, avec une anémie, ça vous évoquera probablement un syndrome de malabsorption. Surtout, alors, vous pourrez peut-être suspecter la maladie cœliaque s'il y a un taux de B12 normal et que c'est plutôt des choses qui sont absorbées dans le grêle proximal. Et puis, il y a maintenant des tests de dépistage avant de faire les biopsies duodénales pour notamment la maladie cœliaque, qui est une maladie secondaire à l'ingestion de gluten, une maladie auto-immune. C'est très à la mode le gluten, mais il ne faut pas confondre l'hypersensibilité au gluten ou les gens ont des troubles digestifs secondaires à l'ingestion de gluten avec la vraie maladie qui est la maladie cœliaque, qui est l'intolérance au gluten, qui est le gluten qui provoque une réaction auto-immune de l'intestin avec une destruction des entérocytes. Et il faut enlever le gluten de l'alimentation pour que les entérocytes régénèrent. Et pour suspecter cette maladie, on peut doser dans le sang, dans le sérum, la présence d'anticorps anti-transglutaminase. Et s'ils sont positifs, pour confirmer la maladie, on fait une gastroscopie, comme on va le voir, avec des biopsies juste après l'estomac, dans l'intestin grêle, dans le duodénum. Alors, autre méthode après la biologie, et qu'on faisait encore plus auparavant quand on n'avait pas les examens endoscopiques facilement, c'est le fécalogramme. Je vous en ai déjà parlé. On fait un recueil de sel sur 3 jours. Ça permet d'abord chaque jour d'avoir le poids de sel, d'affirmer qu'il s'agit bien d'une diarrhée, et puis de voir si le taux de graisse, c'est-à-dire la stéatorée des selles, elle est normale ou pas. S'il y a un excès de graisse, on va dire qu'il y a une stéatorée, d'accord ? Il y a une présence anormale de graisse, il y a une malabsorption des graisses. Donc ça peut se voir au cours de la maladie cœliaque, ça peut se voir aussi au cours d'une pancréatite chronique, parce qu'il n'y a pas les extraits pancréatiques et donc il y a une maldigestion des graisses. Et on peut sensibiliser d'ailleurs ce fécalogramme en faisant une charge en graisse pendant 3 jours, éventuellement en faisant absorber 100 grammes de lipides par jour au patient pour vraiment forcer le test et voir s'il y a une stéatorée ou pas. Donc stéatorée, c'est excès de graisse dans les selles qui témoigne d'une malabsorption des graisses. Vous avez un autre... Alors le fécalogramme, j'y reviens. Vous pouvez aussi mesurer la clairance de l'alpha-antitrypsine, c'est-à-dire voir s'il y a une exsudation protéique ou pas. On le reverra après. Et quand il y a trop d'exsudation protéique, on dit qu'il y a une diarrhée exsudative. Alors dans les autres tests qu'on ne fait plus trop, mais qu'on faisait beaucoup avant, il y a le test d'exylose, où on fait ingérer du dexylose et on mesure après si le dexylose est dans le sang, a été absorbé ou pas, pour voir s'il y a un défaut de malabsorption des sucres. Alors voilà, clairance de l'alpha-antitrypsine, ça se fait dans le fécalogramme, c'est-à-dire que le 3e jour, l'infirmière, en plus d'avoir fait le recueil des selles, elle fera une prise de sang au patient, parce qu'il faut avoir à la fois du sérum, enfin à la fois la prise de sang et l'analyse de sel pour voir s'il y a une perte fécale anormale de protéines. Et notamment cette protéine, c'est l'alpha-antitrypsine. Et normalement, on a une clairance inférieure à 20 ml par 24 heures si elle est supérieure au cours de la maladie de Waldmann. Donc c'est de lymphangiectasie primitive ou lorsqu'il y a un blocage lymphatique sur le retour thoracique avec des lymphangiectasies, c'est-à-dire des villosités intestinales qui perdent la lymphe avec une perte de protéines, de lymphocytes, etc. Vous avez bien entendu une augmentation très importante de l'alpha-antitrypsine, de la perte de cette protéine. Et du coup, vous avez un défaut de clairance de l'alpha-antitrypsine dans les selles. Un test respiratoire à l'hydrogène, ça permet de voir s'il y a un excès sécrété, s'il n'y a pas une pullulation microbienne du fait que les bactéries favorisent cette synthèse. Et donc, on peut faire prendre 50 grammes de glucose à quelqu'un et mesurer l'expiration d'hydrogène. C'est vrai qu'on le fait moins, mais c'est un bon test pour rechercher une pullulation microbienne. Et enfin, le test rouge carmin, ça c'est pour rechercher une diarrhée motrice. Lorsqu'on suspecte qu'il y a une diarrhée motrice, notamment typiquement, vous verrez une hyperthyroïdie, des gens qui sécrètent trop d'hormones thyroïdiennes. Ça entraîne notamment une diarrhée par accélération du transit. On fait prendre une pastille rouge carmin et on regarde à partir de quelle heure les selles sont rouges. Et donc si c'est moins de 6 heures, c'est que clairement le transit est accéléré. Mais on le fait de moins en moins. Ce qu'on fait maintenant de plus en plus, et parfois on est obligé de faire le fécalogramme, mais généralement maintenant après les examens endoscopiques, ce sont la fibroscopie œsogastro-duodénale et la coloscopie.
La fibroscopie œsogastro-duodénale, ça permet notamment de faire des biopsies dans le début de l'intestin grêle et voir s'il y a une atrophie villositaire ou pas. Et l'iléocoloscopie, ça permet dans un bilan de diarrhée toujours de faire des biopsies coliques étagées, mais aussi de remonter tout le cadre colique et d'aller jusque dans l'iléon terminal pour notamment voir s'il n'y a pas des ulcérations qui évoqueraient une maladie de Crohn par exemple. Et de faire des biopsies également. Alors, concernant la maladie cœliaque, ça c'est une diapositive qui vous montre l'aspect endoscopique juste après l'estomac, c'est l'intestin grêle et d'habitude on a des beaux plis et là on a un aspect complètement en mosaïque. Vous le reverrez plus tard quand on parlera de la maladie cœliaque, un aspect en mosaïque craquelé avec un peu une disparition des plis duodénaux. Donc ça c'est un aspect endoscopique déjà de maladie cœliaque. Et normalement quand on fait des biopsies et qu'on les étudie au microscope, dans un intestin grêle normal, on a des belles villosités intestinales. Et là au cours de la maladie cœliaque, tout est plat, ça s'est complètement aplati. Et en compensant